Voilà, la pétillance est sous contrôle. Alors, aujourd'hui, Amanite phalloïde, qu'est-ce à dire que ceci? Bah, vous connaissez tous, c'est un champignon qui est extrêmement bien représenté dans la filmographie, dans les dessins, je suppose. En gros, dès qu'on veut mettre un champignon en forêt, le premier truc auquel on pense, soit c'est un cèpe, soit c'est une amanite tue-mouche. Alors, l'amanite tue-mouche, elle est magnifique, elle est rouge, elle se voit de loin et elle est mortelle. Alors, elle est mortelle, point d'interrogation, parce que je suis tombé sur une vidéo des Chemins de la Nature qui dit « Ah ben oui, mais en fait, peut-être pas. » Ah, ben on va aller voir ça immédiatement, comme introduction, j'ai envie de dire, avant de se lancer dans des observations. Comme vous pouvez le voir, j'en ai plusieurs amanites, j'en ai ramassé plusieurs exemplaires. Il y en a qui sont bien rouges, il y en a une ou deux, ouais. Ah oui, celle du dessous, elle est bien orange aussi, mais on la voit pas. Qui sont beaucoup moins rouges, mais dans tous les cas, on est bien sur l'amanite tue-mouche qu'on va aller vérifier tout à l'heure en observation. On va prendre bien sûr, parce qu'il est notre petit guide, il est où? Bougez pas. Le guide des champignons de France et d'Europe, et on va aller vérifier les caractéristiques. Je n'ai pas noté la page, excusez-moi, je cherche immédiatement. Amanite, oh il y en a tellement. Tue-mouche, 308, bravo. Elle est où? 302, bien sûr. 306, oui. 308. Oh là là! Ah, mais peut-être que c'est une autre espèce en fait, les oranges. Mince! Ah, dans tous les cas, oui, bah, ça change pas qu'il faut pas les manger, quoi. Alors, très bien. Ça, je le mets de côté pour tout à l'heure. Ça, bah, c'est ici, ça reste là. Donc, j'allais dire une bêtise. Bêtise! Hop là! Donc, la rouge, c'est l'amanite tue-mouche, mais la petite orange, là, c'est peut-être autre chose. L'amanite régalis. Et comment on les différencie? Ben, on va aller voir ça tout à l'heure, tiens. Ça, c'est l'amanite des Césars, c'est pas ça. Ça, c'est brun, c'est les autres amanites, c'est pas ça non plus. Et avant, on a les phalloïdes et tout ça, donc ils sont blancs, 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 brun, blanc, brun, blanc, brun, blanc, brun, brun. Oh, mais il y en a tellement des amanites, c'est incroyable. Il y en a 15 pages. Bon, admettons. Alors, où est-ce que c'est? Oui. Oui. Ah, j'ai oublié de parler de ça encore une fois, mais c'est pas croyable. Allez, on commence par ça. Paf! Bienvenue chez Les Chemins de la Nature. Petit rappel, Les Chemins de la Nature, c'est une entreprise, je suppose, qui fait des formations, des balades, des articles. C'est ma main, ça. Enlève ta main. Des balades, des articles. Oui, vous ne le voyez pas, ça serait mieux si je faisais ça. Voilà, le chemin de la nature. Alors, pourquoi on va les voir? Parce qu'ils sont en région parisienne, que son fondateur, il s'appelle Christophe de Audy, je ne sais pas comment on dit. Qu'il fait des sorties, des balades, des formations en région parisienne, en particulier sur tout ce qui se mange au niveau des plantes. Et là, ils ont fait un petit article sur l'amanite tue-mouche, champignon comestible, point d'interrogation, avec un titre comme on appelle putaclic, n'est-ce pas? L'amanite tue-mouche, Amanita muscaria. Est-ce que ça existe encore, ça, à Toulouse? Oui, si tu tapes Toulouse, ça pourrait... Amanita muscaria à Toulouse. Ah oui, ça existe encore. Un endroit incroyable à côté de Saint-Cyprien. Salle de spectacle. Voilà. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que ça s'appelle Amanita muscaria, qui est le nom latin de l'amanite tue-mouche, tout simplement. Alors, news. Quoi? Mais non, mais je suis pas au bon endroit. C'est pas le bon site, c'est pas là où je voulais aller. C'est ça, Amanita muscaria, ils ont pas de site? Si. Ah, ils ont un Facebook, autant pour moi. Compagnie Amanita muscaria, art populaire et Sardinias d'Amata. Ah oui. À Batucada, je suppose. Ah ben ça a changé un peu alors. Ou alors c'est moi qui me souviens mal. Mais c'est pas un lieu aussi? Bon, bah j'étais pas préparé. Pour moi, Manita Muscaria, c'était une salle de spectacle où il y avait des concerts, mais peut-être qu'ils font aussi de la batucada. Bref, revenons au sujet. La manite tue-mouche est l'un des champignons les plus connus au monde, c'est le champignon rouge à pois blanc. La manite tue-mouche pourrait tenir son nom du fait qu'autrefois,
On en faisait tremper le chapeau dans du lait pour attirer les mouches et les tuer, mais cela ne les tue pas toujours, les mouches peuvent être seulement désorientées. Une autre hypothèse fait le lien entre les mouches qui accompagnaient les fous ou les personnes ivres dans de nombreuses cultures et les effets de l'amanite tue-mouche. Ah, une petite. Aujourd'hui, cette amanite est parfois elle-même un symbole de toxicité, régulièrement sans même lui donner un nom. Pourtant, selon les régions et les époques, l'amanite tue-mouche n'a pas toujours été considérée comme toxique. Et même des études récentes montrent qu'elle est comestible sous certaines conditions, alors que la majorité des livres grand public sur les champignons continuent à colporter des informations non vérifiées. Ah bon? Oula, attention. Attention à ce qu'on va dire. Pourquoi la caméra n'arrête pas de changer ses settings, hein? Je vais péter un câble. Là on est bon, et tout à l'heure je vais rechanger. Bref, l'amanite tue-mouche, du coup, champignon responsable d'un syndrome panthérinien, en raison de la présence d'acide iboténique et de mucimol. Ah oui, le mucimol, truc qui te ramollit, quoi. Les symptômes, notamment les troubles digestifs et d'ébriété, se développent en 5 minutes à 4 heures. Ah bon? Qu'est-ce que c'est un syndrome panthérinien? Re-bienvenue sur la chaîne où on apprend des mots. Le syndrome panthérinien associe une phase d'excitation, hallucination, puis de dépression du système nerveux central. Ah. D'accord. Hallucination, puis dépression. Magnifique. Et c'est ça qu'on va manger? Alors, sa comestibilité. Les substances toxiques de l'amanite tue-mouche sont hydrosolubles. Cela signifie qu'elles s'évacuent avec l'eau de cuisson du champignon. Ainsi, l'amanite tue-mouche est aujourd'hui acceptée comme comestible après ébouillantage et rejet de l'eau de cuisson. Comme toujours lors de vos cueillettes, en cas de doute, faites vérifier vos champignons par un pharmacien ou un mycologue. Surtout ne consommez rien dont vous ne soyez pas sûr à 256%. C'est très précis. Si vous êtes sûr à 247, c'est mort. Et pour découvrir les règles de cueillette, rendez-vous dans cet article, blablabla. Ah bon, il n'y avait pas une vidéo sur le... Me serais-je trompé? C'est pas ça. Ah bon, ils n'ont pas fait de vidéo? Ah bah si. Allez, petite vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec un champignon toxique cette fois-ci, que l'on appelle l'amanite tue-mouche. Tout à fait. Et non pas l'amanite phalloïde. Beaucoup pensent à ce champignon quand ils pensent à l'amanite phalloïde, un champignon mortel. Celui-ci est très toxique aussi, mais moins que l'amanite phalloïde. Facile à identifier, hein, c'est le champignon emblématique qu'on trouve partout. Chapeau rouge, avec un reste de voile qui fait des petits points blancs. D'ailleurs, ce reste de voile, on peut l'enlever. Et il part parfois tout seul avec la pluie. C'est une amanite, comme beaucoup d'amanites. Oui. Quand on le déterre, on voit à la base du pied une volve. Une volve. Qui englobe la base du pied. Ça vient du voile global qui reste. Ici, ça fait comme des bourrelets. D'autres volves vont faire comme des sacs. C'est le cas d'ailleurs d'une confusion possible avec ce champignon qui est un excellent comestible et qui s'appelle l'amanite des Césars, aussi appelé oronge, qui lui va donc avoir une volve en sac, va avoir un chapeau sans petits restes de voile blanc, un chapeau orange, mais attention, ce champignon, quand il est délavé par la pluie, peut être un peu orangé et sans ces petits restes, d'où la confusion. Alors pour ne pas se tromper, regardez sous le chapeau. Si vous avez des lames blanches, ça ne peut pas être l'orange qui, elle, a des lames jaunes vifs. Aha. Là, je vois une limace qui mange le champignon. Ça me fait penser à vous dire que ce n'est pas parce qu'un animal, dont une limace, mange un champignon qu'il est comestible. La preuve, voilà. Il y a des champignons comestibles pour les animaux, mais pas pour les humains. C'est un mythe, ça fait partie des nombreux mythes qu'il existe. C'est un magnifique champignon qu'on va souvent trouver proche des bouleaux. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Bonne balade. Ah ouais, c'était expéditif. Bon, admettons. Abonne-toi. Voilà, tout à fait. Abonnez-vous, hein.
au chemin de la nature, leur chaîne YouTube. 350 000 abonnés, ah oui. Quel courage sous la pluie. Oui, oh, ça va, ça va. Il était pas sous la pluie, là, il était un petit peu détrempé pour se la péter, mais... Ah. Vous entendez ça? On va enlever les filtres. C'est pas là. C'est là. Il y a du bûcheronnage dans les environs, apparemment. On va se laisser ça en fond, c'est rigolo. Enfin, moi, j'aime bien. Allez, hop. Ah! Pardon. La musique. Du coup, pourquoi il veut parvenir? Oui, alors, mouillé sous la pluie, tout ça, ça va. C'était juste pour le style, regardez. Il est où? Voilà, c'est tout, c'est pour le style. Mais il fait pas... Enfin, ça va, il pleut pas, là. Mais il pleut pas, il pleut pas. Très bien, du coup, petite vidéo très rapide hein, sur l'Amanite Tumouche, qui apparemment a une réputation... C'est mieux. A une réputation horrible, alors que c'est pas le plus toxique des champignons. Et à première vue, il serait mangeable si on le fait cuire dans l'eau et qu'on vire l'eau. Moi, j'ai pas envie de tester, mais c'est peut-être parce que je suis botaniste et pas mycologue. Les mycologues, ce seraient les premiers à croquer dedans, mais bon. Du coup, observation, hein. Hop là, quelle heure est-il? 9h56, très bien. Que nous dit quand même la page Wikipédia? Je l'avais pas chargé? Si, mais bien sûr, je l'ai chargé. Oh. On est où? Pas du tout. C'est les insultes du capitaine Haddock, ça. Paf! Donc Wikipédia, Amanite Tumouche. Espèce de champignon basidiomycète, donc ça on l'avait vu, les basidiomycètes c'est ceux qui ont des basides, les basides c'est des petites structures qui sont au fin fond des lames à l'intérieur et qui vont créer les spores, donc qui vont permettre aux champignons de se reproduire. Donc à partir du moment où vous avez des lames qui libèrent des spores, je crois que c'est des basidiomycètes, mais je peux me tromper parce que botaniste avant tout et non pas mycologue. Toxique et psychotrope, c'est l'un des nombreux représentants du genre des amanites. Originaire des... Ouais, voilà, elle s'associe avec les racines de différents feuillus et de conifères, très bien. L'intoxication par Amanita muscaria n'est que très rarement mortelle. Cette espèce est surtout connue pour être hallucinogène. Son principal constituant psychoactif est la mucimol. D'accord. C'est un alcaloïde, évidemment, d'où les hallucinations, hein. Puisque les alcaloïdes, bon, comment dire, nous les êtres humains, on les aime bien. Hein. C'est où? C'était où? Tac. Tac. Qu'est-ce que ça nous dit? Les alcaloïdes sont des molécules à base azotée, d'origine végétale. Ah, à l'instar d'un grand nombre de produits naturels, la quasi-totalité des noms communs d'alcaloïdes portent une terminaison en -ine. Vous êtes prêts? Nicotine, caféine, atropine, ibogaïne, éméthine, ergéine, morphine, ce sont des alcaloïdes. Et là, du coup, on a les mucimols. Bon, ça finit pas en -ine, c'est scandaleux. Bon, tout ça pour dire que vous avez des alcaloïdes dans l'amanite et que c'est pour ça que ça nous fait beaucoup d'effets. Le champignon a donné son nom à la muscarine, poison du système nerveux parasympathique qu'il contient en très faible quantité. Ah bah tiens, muscarine, et ben voilà, un truc en in. Très faible quantité, poison du système nerveux qu'il contient en très faible quantité. Ah oui, et ça a donné son nom aussi à un type de récepteur cellulaire, les récepteurs muscariniques. Jusqu'ici ça se tient. Ah oui, alors là, je vais dire une phrase, il ne faut pas la lire trop vite. Il s'agit d'un sporophore. Donc le sporophore, c'est le chapeau du champignon. C'est ce que nous, on appelle le champignon. Et comme je vous l'ai expliqué, un champignon, quand on voit le chapeau, c'est qu'il se reproduit. Mais en dessous, dans le sol, vous avez du mycélium. Et c'est ça qui constitue l'essentiel du champignon. Donc, sporophore de grande taille au stipe blanc. Voilà, le stipe blanc. C'est quoi un stipe ? C'est quoi un stipe?
Parce que moi, au premier abord, j'ai lu avec un slip blanc. Stupéflip. Mais non, pas stupéflip. Stipe, tige ligneuse. Ça va être problématique avec les champignons, il n'y a pas de lignigne. Peut-être qu'il y a un autre nom chez les champignons. En mycologie, le stipe appelé plus communément le pied. Eh ben voilà, mais pourquoi vous l'appelez pas le pied aussi? Non mais après on est perdu. Donc, un pied blanc et un liménium à lame blanche, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Confusion, bien sûr, les différentes amanites. Habitat, répartition. Ah, la dose mortelle calculée correspond à la consommation d'environ 15 chapeaux. Ça va, on a le temps d'en manger plein, quoi. Des décès du Amanita muscaria ont été rapportés dans les articles historiques et dans des journaux d'époque. Cependant, avec les traitements modernes, la probabilité d'une ingestion mortelle est extrêmement faible. Beaucoup d'anciens ouvrages répertoriaient l'Amanite tumouche comme mortelle, entretenant l'idée d'une toxicité bien supérieure à la réalité. Tiens donc. Ah, les composés actifs de cette espèce sont solubles dans l'eau. Faire bouillir le champignon et jeter l'eau de cuisson assure une détoxification au moins partielle. En revanche, la dessiccation pourrait en accroître la toxicité par augmentation du processus. Ah. D'après certaines sources, le champignon serait comestible une fois détoxifié et aurait même une saveur agréable. Ça, c'est les babos, ça. Ça, c'est la mode. Il faut se détoxifier, même les champignons, c'est incroyable. Eh bien, grand bien vous fasse, et j'attendrai de tomber sur un spécialiste pour tenter l'expérience. Très bien, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Blablabla, pas grand-chose. Utilisation culinaire. Le médecin naturaliste allemand Georg Heinrich von Langsdorff, tout à fait, a écrit le premier compte rendu sur la façon de détoxifier ce champignon en 1823. Voilà. Donc croyez-moi, tout à l'heure je râlais sur Francis Allais qui disait qu'avant le milieu du XXe siècle on ne s'était pas intéressé aux arbres. Croyez-moi, si au XIXe siècle il y a des gens qui s'intéressent aux champignons, il y en a beaucoup plus qui se sont intéressés aux arbres. Pourquoi? Parce que les champignons, faut en vouloir, hein. Encore aujourd'hui, c'est un règne qui est extrêmement mal connu. Et oui, c'est un règne. Le règne de la fonge. Donc vous avez le règne animal, et non pas le règne de nimal, faut pas confondre. Le règne végétal et le règne fongique. Donc c'est un règne qu'on connaît mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, encore aujourd'hui, c'est un règne qu'on connaît mal. Donc imaginez qu'au 19e siècle, les champignons, c'était vraiment une grosse inconnue. Ou en tout cas, voilà, avec beaucoup de points d'interrogation, alors que les arbres, bah, c'est vachement plus facile à observer, c'est présent toute l'année, et en plus, on les exploite pour en faire du bois, donc on les connaissait beaucoup mieux. Bref. Vers la fin du 19e, un médecin français, Félix Archimède Pouchet, on a vraiment des noms pourris aujourd'hui hein, par rapport à l'époque. Félix Archimède Pouchet, oh, fut à la fois un vulgarisateur et le défenseur de la consommation d'amanite tumouche, en le comparant au manioc. Ah oui, vous savez, peut-être le manioc, c'est une racine qui est toxique. Enfin, le manioc a une racine qui est toxique. Paf. Voilà, toutes les parties du manioc produisent un latex blanc, un suc laiteux toxique qui contient de la linamarine. Voilà, faisant partie des glucosides cyanogéniques, tu m'étonnes, provoquant des intoxications chroniques pouvant entraîner la mort, ce qui nécessite que le manioc soit détoxifié, c'est-à-dire râpé, lavé, séché et cuit avant d'être consommé. La cuisson suffit En général, la cuisson suffit en permettant de diminuer le niveau de l'inamarine. Le manioc doux, alors parce qu'il y a deux maniocs, hein, le manioc amer et le manioc doux, celui qui est doux, évidemment, contient très peu et se cuisine donc plus facilement. Mais du coup, le manioc, hein, c'est un tubercule. Racine ou tubercule? Ah, c'est un tubercule, non?
Ouais, tubercule. C'est un tubercule qui est toxique, mais par contre, c'est un tubercule qui est extrêmement cultivé en Asie, me semble-t-il, qui remplace un petit peu la consommation de patates, on va dire. En Europe, on tape dans la patate, en Asie, on tape plutôt dans le manioc. Mais peut-être que c'est des préjugés. Donc c'est tout ça pour dire quand même qu'on a une plante toxique qui est à la base de l'alimentation d'un continent entier, quand même. C'est pas rien, c'est pas rien. Enfin, à la base fait partie de l'alimentation de base d'un continent entier. Donc peut-être que la manite phalloïde, tumouche, on peut faire pareil. J'ai pas trop envie de tester quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'utilisation de ce champignon comme nourriture semble avoir existé en Amérique du Nord. Le botaniste américain Frédéric Vernon Coville décrit vers la fin du 19e comment un vendeur de champignons afro-américain de Washington l'utilisait. Le champignon était d'abord étuvé, puis copieusement trempé dans du vinaigre, et enfin cuisiné en sauce pour accompagner de la viande. Ah bah super. Il est également consommé comme aliment dans certaines régions du Japon. Et c'est dans la préfecture de Nagano que son utilisation comme champignon comestible est connue. Il est surtout salé et mariné. Oh. Laissez-le mariner là, hein, comme on dit. Ah, les auteurs spécialistes affirment que la description systématique des guides de terrain qui classent ce champignon comme étant toxique est le reflet de puissants préjugés culturels. D'accord. Alors que plusieurs autres espèces comestibles populaires, comme les morilles, sont toxiques, sauf si on les fait bien cuire. C'est incroyable. Ah, utilisation comme insecticide, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, le fait de le diluer dans le lait pour que les mouches en meurent. En réalité, la manite tue-mouche ne tue pas les mouches, mais les endort. Ah ben c'est plus facile pour les capturer en période de disette, remarque. Usage rituel et psychotrope, déjà connu des Mayas du Guatemala et des Indiens Ojibwe, ou... On va les appeler Ojibwe, hein. Alors, les Indiens Ojibwe ou Anishinabeg. D'accord, la manite-mouche était employée depuis longtemps à des fins rituelles sacrées. Contrairement aux champignons hallucinogènes contenant de la psilocybine, les effets de la manite-mouche sont imprévisibles. D'accord. Tantôt hypnotique et sédatif, ce champignon peut également causer des hallucinations, semblables à la prise de doses élevées de médicaments hypnotiques. Ah. D'accord. Dans les régions éloignées de Lituanie, la manite-mouche était consommée lors des fêtes de mariage dans lesquelles on mélangeait les champignons avec de la vodka. Ah ouais, quand même. Et les Lituaniens exportaient ces amanites pour les vendre au Lapon dans le Grand Nord où elles étaient utilisées dans des rituels chamaniques. Ouais. Bon, on va s'arrêter là sur le chamanisme, hein, ça va bien. On va passer à l'observation proprement dite, j'ai envie de dire. Alors, je me posais la question, parce que Monsieur de Audi, Monsieur de Audi a dit, Christophe Audi, tout à fait. Il a dit quoi? Il a dit que la couleur orangée, ça pouvait être de l'amanite tue-mouche qui aurait été délavée par la pluie. Mais je vois, moi, dans mon guide, là, que ça peut être aussi de l'amanite régalis. Comment on les différencie? L'amanite royale, Amanita regalis, c'est marqué, ressemble à l'amanite tue-mouche, mais son chapeau a d'abord une couleur de foie, puis se décolore en jaune, et son voile général est jaune. Ouais, ben là, c'est orange, jaune-orangé, quoi. Hein? Ouais. Ah, et c'est tout ce qu'on nous dit pour différencier les deux. Sous feuillus et conifères, surtout sur sol non calcaire. Ouais, ça change pas grand-chose. Bon, on va partir en mode observation. Alors, que nous dit le guide? Qu'est-ce qu'on va prendre en premier? Déjà, petite observation, la fameuse volve. Mise au point. Ah, plus musique? C'est la grève? Ah non, c'est fini. Là, autre chose. Ouais, tranquille. Alors,
La fameuse volve dont on parlait, dont on nous parle souvent, pour différencier, par exemple, l'épiote, Coulemel et les amanites. Et si je me faisais moins caguer, hein? Je mets ça sur le côté, je fais la mise au point à un endroit où je peux pas bouger, et comme ça on est bien. Hein? Voilà. Donc la fameuse volve, donc la volve, résidu d'un sac qui entoure la totalité du champignon quand il pousse, d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, le blanc que vous voyez sur le chapeau là-haut et le blanc de la volve, c'est le même blanc, c'était la même structure quand le champignon n'était pas encore sorti. Et cette volve, bah, elle est très facile à voir, on va essayer de l'enlever un petit peu. À casser le champignon! Bon, bah comme ça, elle est bien enlevée au moins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est encore entier, tiens, mets-toi là, c'est parfait. Si on tire là-dessus, ah bah ça ne vient pas comme je le voulais. C'est pas du tout comme ce que j'espérais en fait. Je suis extrêmement déçu. Le volve, elle s'enlève là encore? On la voit là? Hop. Ah oui, c'est vraiment pas... Elle se casse complètement. Attendez, j'en prends une autre. Je prends la grosse. Viens là, ma grosse volve. Il n'y a pas de doute là. Regardez-moi ça. Alors, si je prends là, est-ce que tu as des pinces histoire de faire professionnel? Ouais. On va faire professionnel. Ça se cassait ou ça se tient encore? Non, ça se tient. Très bien. Hop. On essaye d'enlever la volve à la pince, bien sûr. Ouais, ça s'arrache très rapidement. Je pensais plus à un truc qu'on pourrait vraiment peler, presque comme la peau d'une banane qu'on peut enlever jusqu'à la base. Mais ça a l'air d'être plus compliqué. Bon. En tout cas, ça on ne l'a pas vu hein, chez les lépiotes. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des petites... que la mise au point est parfaite. Pas du tout. Là c'est mieux. Il y a des petites vagues successives. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais on dirait que... Hop, ici, 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 ici. Ça fait des traits horizontaux. Je ne sais pas si c'est le cas sur tout. Mais on voit bien que le pied du champignon, bah, il a une caractéristique et que cette gangue vient l'entourer. Malheureusement, je l'ai que sur celle-là. Bravo. Si, il y en a une petite là. Pardon. Que ça se voit mieux. Pas du tout. Oh, c'est intéressant ça. Ça commence à pourrir ou... Quand un champignon pourrit, il y a un champignon qui se met dessus. C'est incroyable. Tournez le micro. Je suis sûr que ça marchera mieux. Pas mal. Bon, ok, ça c'est l'observation générale. Le chapeau, on l'a déjà regardé. Alors, le chapeau bien plat, c'est magnifique. On voit les restes, comme le disait Monsieur Doody, hein, hop, qui s'enlève tout seul. Il suffit de gratter un petit peu, pouf, ça part. Bon, là, j'ai gratté un peu trop fort, mais ça s'enlève assez facilement tout seul. Et nous avons aussi, hop, ah oui, c'est vrai, il a un peu morflé, mais le petit anneau qui est resté, et contrairement aux lépiotes, si vous vous souvenez bien, quand je prends cet anneau et que je tire, il n'est pas libre du tout, il est complètement attaché au pied. Alors, vous allez me dire, oui, mais chez le lépiote, on a vu que c'était plus ou moins libre. Le fait est que si j'essaye de faire coulisser, je ne peux pas, je le casse immédiatement, il me reste dans les mains. Pareil, pas bouger. Pareil pour celui-ci, alors ça se voit très bien, là, je trouve. Allez, oh, ça gigote, hein. Et si vous vous souvenez bien, chez le lépiote, on pouvait regarder ici et on voyait qu'à l'intérieur, il y avait un espace entre le pied et finalement l'anneau. Là, pour le coup, l'anneau est bien collé. Hein. Y a pas, c'est une petite voilette. Bon, bref. Une petite voilette qui, si on essaye de l'enlever, ça va se déchirer immédiatement. Est-ce que j'essaye de l'enlever? Bien sûr. Voilà, je le déchire. Je ne peux pas faire jouer l'anneau d'avant en arrière. Immédiatement, ça se casse. C'est très joli. On va aller regarder ça. Bonjour Grand Schtroumpf, bonjour les chats. Comment ça Grand Schtroumpf? Tout ça parce que j'ai un champignon? Et les chats sont bien calmes tout d'un coup. Je sais pas, ils ont dû partir faire une pause. Donc du coup Nato, ce matin, nous sommes sur l'amanite tue-mouche. Ne pas se lécher les doigts. Si vous me voyez me lécher les doigts ou me les mettre dans le nez, bon, il se peut qu'après il se passe des choses. Comment ça va Nato? As-tu bien dormi? C'était la question du jour. Là, on en a une plus grosse. Ah, voilà, un peu plus ancienne, un peu plus délavée. Mais c'est incroyable, hein. Ah, ça pue sa race. Vous voyez cette petite moisissure, là? Eh
ben ça, je l'ai ramené hier, ça y était pas. Hein. Mais waouh, il est pas frais, elle est pas fraîche votre amanite. Oh, sa grand-mère. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ouais, quand même. Bon, transition pour aller regarder en détail. Du coup, revenons sur la revue de presse, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas une petite vidéo à Manite? Attention à tes mains. Oui, c'est-à-dire... Vous faites rien sans m'en parler, les filles. Hein, ok? D'accord. Est-ce qu'on n'a pas une petite vidéo à se faire tourner en fond? Tu te fous devant le nez, là. Ah, oui. Oui, mais je les ai sentis. Oui, parce que la manite, elle pue. Alors j'ai senti mes mains pour savoir si elle puait autant. La manite tue-mouche, beauté fatale. Prolifération inédite d'amanite tue-mouche hallucinogène. Quoi? Oh. Amanite tue-mouche et cèpe. C'est vrai qu'il y a souvent une association entre l'amanite tue-mouche et les cèpes. Ah, voyons. C'est qui fait ça? Cueillette des champignons. Eh ben. Ah, c'est un monsieur qui parle, dommage. L'amanite tue-mouche. Et le Wood Wide Web, qu'est-ce que c'est que ça? M'en fous. 19 secondes. Super, mais Ah oui, un psychopathe qui a filmé des amanites tue-mouche. Juste pour le plaisir. Mais vous allez... Je n'arrive pas à trouver le début de la vidéo. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? On peut pas aller à 0. La barre disparaît. C'est scandaleux. Bon, allez, on va se mettre ça en fond le temps que j'explore... Non, que je transvase, pardon, l'appareil photo. Aïe! Et tu tripotes ton clavier, après tu vas en foutre partout. Oui! Ça, c'est pas grave. Je me laverai les mains. Oui, qu'est-ce que je fais? Puis ça sera une... Ah, ça pue quand même. Ça sera une manière de vérifier... de vérifier quoi? Je sais pas. Ça sera une manière de vérifier que tu peux avoir touché une amanite, touché un clavier, mais quand même t'en sortir vivant, quoi. Ah, ça pue. Ça pue. Ça pue, ça pito, ça pue, ça pita, tiki, liki, liki, likita. Bon, c'est magnifique, merci pour ces images. Ah, voilà, regardez. N'empêche, merci pour ces images, oui. La volve sur le pied, n'est-ce pas? Et quand on remonte, vous voyez-vous que l'anneau, hein, qu'on a vu tout à l'heure, en fait, là, il est encore soudé. Alors moi, même sur la petite, l'anneau n'est plus soudé. Mais quand la manite est encore bien fermée, l'anneau est soudé au bord du chapeau, ce qui explique pourquoi il reste accroché au pied, mais décroché du chapeau. Voilà, si je puis me permettre ce petit détail. Et là, on le voit extrêmement bien. Alors c'est un peu flou, certes, si vous voulez, on peut chipoter, mais on voit quand même bien la fusion au niveau de l'anneau entre le chapeau et le pied. Et on voit très bien la volve du pied, hein, là pour le coup, hein, cette espèce d'organisation en ligne les unes sur les autres, que je décrivais, ce que j'essayais de montrer tout à l'heure et de décrire, là on le voit particulièrement bien. Donc, merci pour cette vidéo, même s'il y a un peu de flou, c'est classe. Mais c'est la même. Alors le type il allait filmer la manite, ah ben voilà. Thanks for watching. Yes. Ah non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Là, il n'y a rien autour. Et là, il y a plein de trucs autour. Bon, il a triché. Bref.
Du coup, revue de presse, c'est fini. Quoi? Mais je l'ai éteint. Ah oui, bah oui, je l'ai éteint. Évidemment, je l'ai éteint, pour plus de sécurité. Où est mon scalpel? Puis de toute façon, Nato, on a dit que... ouais, l'aménite tumouche, elle était pas vraiment... Ah oui, c'est bon. Pas vraiment mortelle. Hein, ça va, une petite indigestion. Qu'est-ce que c'est de nos jours sur Twitch? Ça pue sa race. On va commencer par ça parce que ça pue sa race. Un morceau de papier. Ah non, je peux pas poser ça sur la... Non, je pose pas ça sur la loupe binoculaire. Ça a pué sa race pendant des années. Des décennies. Des millénaires. Bienvenue sur le stream de... Ah mince. Oh non, je veux pas manipuler ça, ça pue. C'est pour ça que je bosse pas avec des animaux. Les animaux, ça pue. C'est immanipulable, en fait. Bon, eh ben, tant pis pour la pourriture. Alors, premier focus sur la Volve. Alors, regardez-moi cette petite chair toute blanche, c'est magnifique. Hop, voilà. On est sur les champignons blancs, donc forcément, je suis sur le bon objectif, là, au moins. Ouais. C'est par où? Ça doit être ça. Salut Kung Fury. Bonjour, il y a certains champignons qui peuvent être consommés cuits pour enlever la toxine. Oui. Alors on en parlait justement, l'amanite tumouche, apparemment. Mais dans un champignon que tu connais beaucoup mieux, il va y avoir les... Mais c'est pas croyable, il y a des trompettes là. Les morilles. Les morilles sont toxiques crus. Comme c'est marqué, c'est qui ça? Centre antipoison, Belgique. Magnifique. Voilà, les morilles, merci. Mais c'est exactement ça que je pensais. Donc elles sont toxiques crues. C'est pour ça qu'on les recommande dans tout ce qui est plat mijoté, on va dire viande en sauce, etc., etc. Parce que du coup, ça cuit longtemps et t'es sûr et certain que la toxine, du coup, a été dégradée. Alors, dans le cas de la morille, je ne sais pas ce que c'est comme toxine. On peut essayer d'aller chercher un petit peu. Tac, 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 tac. Est-ce que le wiki en parle, tout simplement, déjà? Morchella. Pourquoi Morchella? C'est son nom latin? Ah! Et oui, l'ordre des Pézizales. Bon, bref. Du coup, blablabla. Toxine. L'hémolysine. Voilà. L'hémolysine, toxine entraînant la destruction des globules rouges. Super. Détruite à la cuisson et à la dessiccation. Donc ça, c'est vachement pratique. Même bien cuite, consommée en grande quantité, plus de 6 grosses morilles, les morilles peuvent provoquer une intoxication neurologique qui entraîne des troubles digestifs. Oui, d'accord. Mais pourquoi ils nous disent ça? Ah oui, vénère comme toxine. Ouais, non, les champignons, faut pas trop déconner avec. Hein, c'est autant les plantes, elles vont un peu te mettre mal. Et très rarement, elles vont être mortelles. Bon, t'as certaines qui sont sacrément mortelles, bref. Les champignons, même quand ils te mettent un peu mal, déjà ça peut être dur. Avec des diarrhées hémorragiques, des choses comme ça, quoi. Bienvenue sur la chaîne. Donc voilà, il y a les morilles, et après je n'ai pas de liste en tête de champignons toxiques crus. Mais, bon cuit. Est-ce qu'il va trouver ça, Google? 9 aliments à ne jamais manger cru. Quels champignons peut-on manger cru? Faudra que je réfléchisse à ça. Les légumes? Bah oui, non, mais les pommes de terre crues, mais évidemment, mangez pas des pommes de terre crues, vous êtes des malades. Et du coup, pour recoller avec ce qu'on disait aujourd'hui, on était sur l'amanite. On est sur l'amanite tumouche, et en fait, c'est un peu la même chose. Apparemment, les toxines contenues dans l'amanite tumouche seraient solubles dans l'eau. Donc il suffit de la faire cuire, de jeter le jus de cuisson, et le champignon est comestible. Mais moi, j'ai découvert ça aujourd'hui. Donc, ne faites pas ça chez vous. Contactez plutôt un club de mycologues, il y en a partout, c'est bizarre mais ils sont partout, et demandez-leur de faire l'expérimentation. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Est-ce qu'ils peuvent vous faire goûter, etc., etc. Les gros champignons de Paris crus avec un peu de sel. Ouais, mais le champignon de Paris, par définition, il n'y a pas de toxine, tu vois. C'est un champignon domestiqué.
Du coup, appareil photo, oui, on était sur la chair. Bon, ben blanc sur blanc. Qu'est-ce que tu veux, que voulez-vous que je vous dise? Blanc sur blanc, quoi. Alors, pour vous prouver que la mise au point est bien, voilà, là on est sur le bord. Hop là, on voit un petit peu. Mais la chair, voilà, si je vous mets que ça, comment voulez-vous savoir si on parle d'un champignon toxique, d'une... qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? C'était... tiens, reste là, toi. C'était une veste des loups, une jeune veste des loups. Est-ce que c'est un lépiote? On ne sait pas. Par contre, immédiatement après, hein, évidemment, tac. Ah oui, c'est pas ça qui nous intéressait. Excusez-moi. Je me laisse distraire. Là. Je vais faire une petite coupe pour stabiliser mon champi. Hop là, voilà, parfait. Hop là. Là, c'était juste pour aller voir la volve. Donc la volve, c'est ce qui entoure le pied. Ah oui, ça pue. C'est ce qui entoure le pied de ce champignon. C'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. C'est-à-dire que si vous trouvez un champignon et vous n'êtes pas bien sûr de ce que c'est, ça ressemble plus ou moins à une coulemelle ou à une amanite, mais c'est pas coloré de rouge, vous regardez le pied, si vous avez cette volve qui entoure le pied du champignon à la base, donc elle est à moitié enterrée les 3/4 du temps, c'est pour ça qu'il reste des petits morceaux de terre un petit peu partout, et bien si vous avez cette structure qui est, je sais pas comment la décrire, comment ils la décrivent d'ailleurs là-dessus? Pied blanc floconneux, bulbeux, avec des bourrelets blancs, ah, et des écailles au-dessus du bulbe, ben voilà, il a un bulbe écailleux, qu'est-ce que je te dise moi? Bon, bon. Bah le pied est creux. Incroyable. Mais chez tout le monde. Ah, arrête de taper dans le micro, voyons. Bon. Bah dis donc. Ah. Et oui, mais pour montrer que c'est creux, il faudrait que tu arrives à le découper sans le casser. Espèce de tartiflette au gingembre. On va y arriver, on va y arriver. Oui. Bouc. C'est incroyable. Alors pourquoi c'est incroyable? Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Bon, ça c'est la volve, donc la base du pied, on dirait un peu une écorce. En tout cas, c'est pas tout à fait lisse comme chez les lépiotes. Et si vous avez ces espèces de bourrelets, en fait, ce cadrage est parfait. Je sais pas pourquoi je cherche ailleurs. Ce cadrage est incroyable. Vous avez des bourrelets à la base de votre pied. C'est donc une volve. C'est donc potentiellement un champignon toxique et potentiellement donc une amanite. Sachant que l'amanite tue-mouche, elle est toxique, mais on a vu tout à l'heure que... Arrête de taper le micro. Il faudrait manger une quinzaine de chapeaux pour en mourir. Ah, il y a d'autres amanites, l'amanite phalloïde, qui elle, en particulier, est beaucoup plus toxique. Alors qu'est-ce que je voyais dans le pied? Ben, d'abord j'ai vu ça. On va le voir. Oui, pas mal. Regardez, on dirait un cœur de palmier. Donc où est-ce qu'on est? Là on est sur le bord. Hein, mais lâchez-moi madame. Mais s'accroche. Donc là on est sur le bord, l'extérieur... Ah, vous le voyez pas. Là? Ouais. Ici, ça c'est le bord, l'extérieur du pied. D'ailleurs, si on le met de côté, on retrouve cette caractéristique écailleuse, comme il disait juste avant, là. C'est où? Pied blanc floconneux avec des bourrelets blancs ou des écailles au-dessus du bulbe. Eh bien, voilà les fameuses écailles au-dessus du bulbe. Hein. Alors, le bulbe du champignon, c'est pas pareil que chez les êtres humains, hein, calmez-vous. Hop là! Une petite écaille, on est où? On est où? On est où? Là, voilà. En quoi c'est une écaille? Eh ben, vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Hop! Je tire et ça vient. Oh! Une lamelle de champi, dis donc. Mais ça colle. Ça me colle à l'écaille. Hein. Pareil ici. Hein. Hop là! On va viser celle-là. Je crois que je la vois. C'est celle-là. Ouais! Regardez. Et hop là! Ça s'écaille. J'adore. J'écaille des... bref. Le pied du champignon, quand je le mets dans ce sens-là, regardez, ça fait un petit peu comme un cœur de palmier ou comme un bambou. Le bord, il est bien consistant. Et au milieu, vous voyez de la fibre. Donc ça, évidemment, c'est du mycélium. Alors de la fibre, c'est peut-être pas le bon mot, j'avoue. Mais du coup, il y a quand même une différence entre ce mycélium central qui a l'air plus anarchique, hein, moins organisé, que le mycélium qui constitue le pourtour du pied et qui doit sans doute soutenir le tout. Et pourquoi je me suis espanté? Parce que
J'arrive ensuite, tac, sur un autre morceau. Et oh, bah, le pied il est creux. Regardez, il n'y a plus rien. On peut regarder au fond du pied. Non, pas comme ça. Bref. On peut recouper un échantillon. Tu vas tout casser. J'en ai bien conscience, mais j'essaye. Black. C'est délicat, c'est délicat. Je vais tout casser. Black. Ne te permets pas de critiquer mes travaux comme ça. Oui, non, mais non. Mais il me coupe la parole. Ah ouais, j'ai tout cassé, en effet. Bon, je reconstitue. Pour votre plus grand plaisir, messieurs, dames. Mais c'est vachement résistant, en fait. Incroyable. Il y a vraiment des cœurs de palmier. Voilà. Ah. C'est dans l'autre sens. Très bien. Bah là, j'ai rien touché. Hein. J'ai pas enlevé la fibre au milieu. C'est juste qu'un peu plus haut dans le pied, bah, la fibre du milieu, elle a complètement disparu. Elle s'est effondrée sur elle-même, ou je ne sais quoi. Et il ne reste que le pourtour. Dans l'autre sens, peut-être. Ouais, regardez-moi ces belles fibres. Oh, la belle fibre de champignon. Là, pour le coup, on est dans le vrai champignon, le mycélium, quoi. Ça, c'est de la fibre. C'est tout cotonneux, j'adore. Bon. C'est pour montrer que le pied, soit il y a de la fibre différente, soit carrément, il n'y a plus rien au milieu. Et je ne savais pas. C'est la première fois. C'est ma première fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On avait, bien sûr, que ça se voit, là. Ça va être compliqué, ça. Alors, je suis à mise au point sur les lames. Est-ce que j'ai mis au point sur... Oh, le pied, regardez-moi. Regardez-moi ce beau pied. Oh, incroyable. Si je fais ça, non, je peux pas être sur l'anneau, hein. Si. Ouais, mais on voit pas grand-chose. Blanc sur blanc, il n'y a plus d'espoir. Et on arrive sur les lames. Ah bonjour, je suis une amanite tumouche. C'est assez rare qu'on me donne la parole sur un média pour le moins moderne, j'ai entendu dire. Attendez, faudrait le faire dans l'autre sens. Ah, c'est beau. Salut. Non, dans l'autre sens. Salut. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment je l'ai fait tout à l'heure. Pourquoi il me met plus rien à jour là? Qu'est-ce qui se passe? Twitch Moderator, ces derniers temps, il patine dans la semoule. Bienvenue sur le chat, d'accord. Bah merci. Bon, arrête de délirer, essaye d'observer des choses quand même. Ah oui, regardez! L'insertion des lames sur le pied. Ça c'est bien, ça c'est bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Chapeau rouge orangé, bien sûr. Lames libres blanches. Ah, elles sont libres. Ça veut dire que si... Ah ben oui, regardez, hop, j'enlève le pied. Eh bien, les lames ne se sont pas arrachées. Elles sont bien insérées dans le chapeau, mais elles ne sont pas reliées au pied. Intéressant, intéressant. Hop, on va essayer de se regarder le chapeau d'un peu plus près. Oh! Oh! Ouais, c'est mieux comme ça quand même. Hein. Bah, c'est rouge. Ça pixelise un peu, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a une tache blanche quelque part? Oui! Un résidu de la muqueuse, de la structure du voile du chapeau. Ah! C'est un popcorn tout rouge, un peu ensanglanté. Ouais, c'est rigolo ça. La vidéo sature. Est-ce que je peux... Oula, ça va être compliqué. Non, rien touché. Dommage. Ce qu'on va voir ailleurs, bien sûr. Celle-là, là. Hop. Oh, le joli résidu, dis donc. La nature est incroyable. Quelle heure est-il? Ne dépasse pas trop, quand même. Hein. Déjà? On est en retard? Pas possible. Mais je veux encore couper le chapeau, excusez-moi. Je vous tiens.
Tac, on va faire une belle lamelle. Tac. En parlant de lamelle, viens là ma petite. Parfait. On est où? Voilà, encore des lamelles blanches. Et là, vous vous rendez compte qu'en très gros plan, bah en effet, ça a l'air... Ah tiens, l'objectif est sale. Ça a l'air assez compliqué en très gros plan d'identifier, en tout cas de différencier l'observation d'avec, par exemple, la coulemelle. Bon, vous allez me dire, oui, mais le bord du chapeau, il est rouge, il y a du jaune, c'est vrai. Mais si on regarde que les lamelles, et le lien entre le chapeau et les lamelles, on est vraiment sur... J'ai l'impression, j'ai envie de dire, la même famille de champignons, le même développement, hein, d'une certaine manière. Donc les lamelles qui viennent s'insérer, là c'était l'endroit du pied, je l'ai arraché, mais on voit que bah, ils s'en foutent. Hein. Les lamelles ne sont pas reliées au pied, donc elles s'en fichent complètement. Est-ce que je pourrais essayer de faire un truc dans le sens de la lamelle? Pour une fois. On essaye. Tac. Voilà. Oh. Les fanons de baleine, le retour. Alors, est-ce qu'on peut zoomer à mort là-dedans? J'ai envie de m'amuser, excusez-moi. Hop là. On change d'objectif. On change. Hop. Blam. Blam. Aziz Lumière. Pas bouger, hein. Ah bon? On n'y voit pas plus que ça. Ah bah la tristesse est là quand même. Après, avec le champignon, on sait jamais. Ces petites fibres là, est-ce que c'est des spores? Non, je ne connais mal les spores de champignons. Bon, on va essayer. Alors la sporée, je vous avais dit, on va essayer avec le lépiote de le mettre à plat et de voir s'il laisse tomber des spores pour voir de quelle couleur est la sporée, parce que ça fait partie des caractères d'identification de certains champignons. Bon, jusqu'ici, ça n'a pas marché. Donc je vais réessayer avec les amanites, peut-être que j'aurai plus de chance. La grosse rouge, si je puis me permettre, elle est sortie il n'y a pas longtemps, donc peut-être qu'elle n'a pas encore tout largué. C'est horrible à dire comme ça. Du coup, la manette tu mouche... oui. Bah, ça dit rien de particulier. Si, la manite-tu-mouche et les espèces proches sont toxiques et provoquent un syndrome panthérinien. La quantité de poison varie beaucoup d'une région à l'autre. Et c'est la cuticule qui renferme le plus de substances toxiques. Voir page 39. Qu'est-ce qu'il y a, page 39? « 37, 38, 39. Ouais. Le syndrome panthérinien. Dans les premiers signes d'intoxication apparaissent entre 30 minutes et 3 heures après l'ingestion. Troubles digestifs, hallucinations, confusion mentale, somnolence. D'accord. Rarement mortel, mais relativement grave. J'adore. C'est très beau. J'adore. Demi-tour. Un petit peu le chapeau. Ah mais ça va pas tenir comme ça, si. Ouais, c'est moins beau. Ouais. Pas super intéressant. Bon. Sur quoi on s'arrête? Ça? Et oui, mais là, la lumière n'arrive plus. Et oui, évidemment. Voyons si tu charcutes le machin. Oh, oh c'est le beau charcutage, ça. Et là, la lumière apparaît. Oh! Incroyable. Je peux mettre au point au fond de la lame. Non, on peut pas rentrer au fond de la lame, c'est triste. Et là, la mise au point, bah oui, tout n'est pas au même niveau, donc c'est compliqué d'avoir une belle mise au point. Mais on a quelque chose, je trouve. Il y a quelque chose. Il y a un début d'idée. Ok. Alors, je suis en retard, 10h39. On va quand même faire 5 minutes de pause parce que je vais aller me laver les mains. Hein, faut pas trop déconner avec ça. On va revenir en mode lever du soleil. Ah! C'était un très beau soleil, ça.